Alors, vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse en priorité aux développeurs Angular, puisqu'on va parler de la directive NG4. On va voir tout ce que vous devez connaître sur cette directive pour vos développements au quotidien, à travers des cas pratiques, mais aussi des astuces méconnues qui vont vous permettre de développer plus rapidement en utilisant moins de code. L'idée de cette vidéo, c'est que plutôt que d'aller copier-coller du code sur Stack Overflow que l'on ne comprend pas forcément, ou bien de lire une documentation technique qui est un peu ennuyeuse, eh bien je me suis dit pourquoi pas donner des explications en français et avec un langage compréhensible par tout le monde sur YouTube. Et en hébergeant tout ça sur YouTube, eh bien ça va nous permettre de créer une espèce de documentation technique officielle en vidéo où un humain vous explique dans un langage compréhensible eh bien, tous les concepts techniques à connaître sur Angular. Le tout gratuitement. Donc j'ai essayé de classer ce qu'on va voir par ordre eh bien, de facilité, et puis à la fin je vous ai mis une petite pépite que j'utilise au quotidien et qui est un cas qu'on retrouve partout, mais qui est malheureusement pas toujours maîtrisé. Et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, ni mon parcours, ni ce que je propose, eh bien je vous présenterai tout ça en fin de vidéo. Allez, on est parti, on se retrouve sur l'ordi. Ok, donc pour commencer, on va déjà rappeler ce qu'est en fait la directive NG4, parce que pour beaucoup c'est en fait un espèce d'élément qui permettrait d'afficher une boucle en fait. C'est un peu plus compliqué que ça en fait, NG4 c'est vraiment une directive qui est complètement intégrée à l'écosystème d'Angular et qui a été développée par les ingénieurs de Google pour répondre à un vrai besoin. Donc on va rappeler deux choses qu'il faut toujours avoir en tête avec NG4. Premièrement, c'est que c'est une directive structurelle. Donc le rôle des directives structurelles d'Angular, c'est soit d'ajouter des éléments dans votre DOM, soit d'en supprimer. Donc, comme pour toutes les directives structurelles, vous avez une petite étoile devant. Donc quand on fait NG4, on a toujours, vous voyez ici, la petite étoile devant en fait, comme pour NGIF. Et donc ça, c'est typique des directives structurelles, faut surtout pas l'oublier, sinon vous allez avoir une erreur. Toutes les directives structurelles ont une petite étoile devant. Et deuxième élément important à avoir en tête, c'est que NG4, c'est pas magique, ça vient de quelque part, et en l'occurrence, ça vient du common module. Donc dans le template où vous utilisez NG4, eh bien ce template qui fait partie d'un composant doit appartenir à un module qui importe le common module. Sinon, pareil, vous avez une erreur. Alors, vous allez me dire que vous l'avez jamais fait vous à la main, vous comprenez pas trop pourquoi vous ça marche, vous n'avez pas d'erreur. Tout simplement parce qu'en fait Angular CLI, lui, quand vous générez un nouveau module, importe automatiquement ce common module à l'intérieur. Et dans le module racine, vous ne le verrez pas le common module parce que vous avez le browser module et lui, en fait, ce module-là s'occupe d'importer et de réexporter le common module pour vous. Donc bref, en fait, dans toute votre application, vous vous retrouvez avec des modules qui importent ce common module, et c'est pour ça que vous pouvez utiliser NG4. Donc voilà, deux petits éléments à avoir en tête avant de commencer. Et puis, comme je vous le disais au début, NG4 permet de faire plus que d'afficher une boucle. C'est une directive développée par les ingénieurs de chez Google, qui s'intègre parfaitement dans l'écosystème d'Angular, et donc on va voir en quoi c'est puissant et ça peut vous aider pour vos développements. Donc on va commencer avec un premier cas d'utilisation dans un éditeur de code, pour que ce soit un peu plus concret. Alors on se retrouve pour du concret côté code. Donc ici j'ai généré en fait un projet classique avec Angular CLI, et j'ai rajouté deux choses. J'ai rajouté une interface qui permet de représenter un livre. Comme ça, on va pouvoir boucler sur des livres et comprendre un peu tout ce qu'on peut faire. Donc, on a des propriétés assez simples, hein, le titre, la couverture, le prénom de l'auteur, le nombre de pages, la date de publication du livre, etc. Et dans le composant racine ici, j'ai une propriété default booklist dans laquelle eh bien, j'ai mis 4 livres. Et pour chaque livre, j'ai mis les informations. Donc, vous voyez ici, vous avez le retour du roi, la cover, c'est un petit emoji de livre vert. Vous avez le prénom de l'auteur, Tolkien, etc. 347 pages. Et publié en 1955. Ok, donc ça c'est pour le décor. Et puis dernièrement, j'ai créé un flux qui s'appelle booklist $ et qui en fait contient mes livres et va les émettre au bout de 1 seconde. En fait, le delay avec 1000 millisecondes, c'est un peu l'équivalent de set timeout en programmation réactive, c'est-à-dire on va rendre ces données disponibles au bout de 1 seconde. Dernière chose que je vais faire, c'est qu'ici j'ai mis un tableau de données, je vais plutôt mettre this default booklist, ce sera plus cohérent de travailler directement avec des livres, comme ça on est tout de suite dans le dur entre guillemets. Ok, donc là j'ai un flux qui émet mes 4 livres au bout d'1 seconde. Donc ça représente un peu un appel au serveur, on est sur un truc assez classique. Ce que je vais faire ici, c'est afficher tout simplement en fait la liste des livres ici, grâce à la directive NG4, je vais l'afficher là. Donc ça vous connaissez peut-être, mais on part vraiment, comme ça on perd personne en route, quoi. On part du début et puis on va voir jusqu'où on peut aller à la fin. Donc ce que je vais faire en fait, assez basiquement, je vais déclarer ng on init.
donc qui va être appelé au démarrage de mon composant. Ici, il faut que je l'implémente, je vois qu'il n'y est pas. Voilà. Et dans mon ng onInit, je vais initialiser une propriété booklist qui sera un tableau de libre. Ok. Et ce qui se passe, c'est que je vais m'abonner à booklist $. Ok, vu que c'est un flux, je me subscribe. Et donc au bout d'une seconde, je vais recevoir la booklist. Et cette booklist, je vais l'attribuer à this booklist comme ça. Donc là, à l'initialisation de mon composant, je récupère mes livres, ils sont là et on est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux les afficher. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais déclarer une balise ali. Je ne vais pas mettre la balise UL autour, on n'est pas là pour faire du HTML, du HTML académique, entre guillemets. Donc hop, je mets ma petite balise ali. Et là, on va voir la syntaxe du ngFor. Donc la syntaxe du ngFor, c'est toujours la même. Vous mettez let, d'accord, pour déclarer une variable en ES6, on met let. On peut l'utiliser ici, parce qu'on est dans un template Angular. Donc derrière, on a un moteur de template, donc on peut écrire une syntaxe propre à Angular, ok. On n'est pas sur du HTML pur et dur. Et on est dans la directive. Donc tout ce qu'on va écrire là, même si la syntaxe vous semble bizarre, en fait, le fait qu'on soit dans un template Angular et avec la directive ngFor, on peut écrire ce genre de syntaxe. Donc ici, je vais écrire let book of booklist. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je récupère la liste des livres qui est branchée sur cette propriété, qui est initialisée ici. Et donc au bout d'une seconde, je vais recevoir booklist qui va contenir les 4 livres. Et pour chaque livre, je vais le récupérer dans une variable book. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans ce scope-là, j'ai accès à book. Et donc, je vais utiliser l'interpolation pour tout simplement afficher book.title. Ok, et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes 4 livres qui s'affichent. Mais quand je rafraîchis, vous voyez, boum, et là, ils arrivent après. Vous voyez, j'ai le titre, du blanc, et après, j'ai les éléments qui s'affichent. Ce qui est normal, puisqu'ils arrivent une seconde après. Donc, il faut être un peu patient là-dessus. Donc, pour terminer, je vais rajouter la petite cover, comme ça, c'est joli. Ok. Puis je vais mettre des balises P au lieu des balises ali, comme ça, on n'a pas les petits points. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 livres qui arrivent au bout d'une seconde, et nous, ce qui nous intéressait, c'était ça, cette syntaxe-là. Donc, let book, je récupère chaque élément de ma booklist dans une variable qui s'appelle book, et la booklist, c'est une propriété de mon composant. Donc, pour résumer, let et off, c'est des mots-clés, vous les retrouvez toujours. Book, c'est une variable locale dans mon template, donc ici, je peux appeler ça B, 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 ça marche aussi. Boom, comme vous pouvez le voir. Par contre, booklist ici, c'est pas local à mon template, ça vient se brancher sur cette variable de mon composant. Donc dans toute cette instruction de code ici, il y a une variable qui est généralement un tableau et qui vient se brancher sur une propriété de votre composant. Donc là, on a vu la base, on va voir maintenant comment on peut pousser ça beaucoup plus loin. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment un code basique, et là, on va voir que tout de suite, on va pouvoir passer à un niveau au-dessus, en voyant comment on peut utiliser ngFor sur un flux de données asynchrone, sur un observable directement. Donc vous allez voir que c'est assez poussé, parce qu'on va écrire très peu de code, et ça va faire énormément de choses en limitant au maximum les bugs potentiels. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que ngFor, vous pouvez l'utiliser sur une propriété de votre composant, et quand la propriété de votre composant va être mise à jour, ngFor va le prendre en compte, mais vous pouvez aussi le lier à une propriété du composant qui est un flux de données asynchrone. Donc en fait, on n'a pas besoin ici d'avoir cette variable intermédiaire booklist, ça ne nous sert pas à grand chose. On peut brancher le ngFor directement sur le flux qui contient les données. Donc là, on va se retrouver avec un code qui est assez efficace, puisqu'on va virer le subscribe ici. On va virer cette propriété intermédiaire, et nous, on va bosser directement avec le booklist $. Donc ici, je bosse avec mon booklist $, comme ceci, et j'applique le pipe passing dessus. J'enregistre, boum. J'ai exactement le même comportement que précédemment, mais j'ai plus de variable intermédiaire booklist, et je viens me brancher directement sur un flux de données asynchrone en combinant ngFor et le pipe async. Donc c'est quoi la puissance de ce code? Parce qu'en fait on n'a écrit qu'une seule ligne, et ça fait quand même pas mal de choses. En fait, le pipe async, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir s'abonner à ce flux de données, il va venir extraire le tableau de livres qui transite dans ce flux, et quand le flux est terminé, il va se désabonner. Donc le pipe async va faire ces 3 choses en un seul mot-clé.
Donc vous n'avez plus de risque de fuite de mémoire en oubliant de vous désabonner à un nouveau flux, et vous n'avez pas besoin de variables intermédiaires, puisque Async va s'occuper d'extraire les données qui transitent dans le flux. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en une petite ligne de code, on fait quelque chose de très puissant, puisqu'on est maintenant directement branché sur un flux de données asynchrone. Donc ici, si ma liste de livres, elle bouge dans le temps, j'ai des livres qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, eh bien mon template va se mettre automatiquement à jour, j'ai rien à gérer moi-même, et ça c'est très appréciable. Donc là, la puissance de ce code, elle est impressionnante, parce que si vous venez du monde JavaScript, jQuery, ce genre de traitement à faire, à toujours synchroniser avec la dernière donnée, etc., c'était une galère pas possible, et là on a une efficacité et une concision en fait dans le code qui est assez impressionnante. Donc ça, c'était le niveau 2. Vous voyez qu'à partir d'un certain niveau, on n'a plus de subscribe, on travaille directement avec les flux de données asynchrones, on vient les brancher dans nos templates, et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Et maintenant, on continue à voir ce qu'on peut faire de plus avec la directive NG4. Alors le quatrième point, ça va être l'option TrackBy, qui est une option qui vous permet d'optimiser les performances de votre directive NG4. Donc ça, on la voit très rarement dans le code, et c'est dommage parce que c'est une bonne pratique. En fait, le boulot de TrackBy, c'est quoi? C'est que votre liste de données, c'est coûteux à afficher pour Angular. Tout ce qui est interaction avec le DOM, quel que soit le framework front-end, c'est toujours coûteux en ressources, et on essaye toujours au maximum de limiter les traitements là-dessus. Quand vous n'utilisez pas TrackBy, si vous avez une liste par exemple de 100 éléments, et que vous ajoutez un élément à votre liste, eh bien ce que va faire Angular, c'est qu'il va détruire toute votre liste, et il va reconstruire 101 éléments dans le DOM. Donc c'est très coûteux en ressources. Par contre, si vous utilisez TrackBy, vous allez être capable de dire à Angular que chaque élément dans votre liste a un identifiant unique, et donc si vous supprimez par exemple un élément au milieu, ou que vous ajoutez un élément à la fin de votre liste, eh bien Angular ne va pas détruire tout le DOM, en fait il va conserver votre liste dans le DOM, et il va venir enlever l'élément que vous lui avez demandé, ou en ajouter un, mais sans détruire tout le DOM. Donc si vous avez une liste de 100 éléments, vous en enlevez un au milieu, et bien sans le TrackBy, vous recalculez 99 éléments à réafficher dans votre DOM, alors qu'avec la directive TrackBy, vous faites un seul traitement, qui est de supprimer l'élément de la liste dans votre DOM. Donc c'est grosso modo 100 fois plus rapide, si on simplifie à l'extrême, quoi. Donc c'est évidemment une bonne pratique d'utiliser le TrackBy, et on va voir tout de suite comment ça marche. En fait, ici, après, généralement à la fin de ce que vous avez déclaré dans le NG4, vous pouvez utiliser le mot-clé TrackBy comme ceci, et lui passer une fonction. Donc nous, on va l'appeler TrackByID. On va même dire TrackByBookID. Et en fait, ça ici, c'est une... Donc ça, c'est le mot-clé TrackBy qui est déterminé par la directive NG4. Et ça ici, c'est une méthode qu'on doit implémenter dans notre composant. Donc juste ici, je la déclare. Et par défaut, je prends toujours deux paramètres. L'index, qui est de type number, et les éléments sur lesquels je suis en train d'itérer. Donc nous, c'est des books. Ça peut être des éléments métiers, bien sûr. Ok, et là ce que je vais devoir faire, c'est retourner un identifiant unique. Donc avec TypeScript, je lui dis que je veux un number en sortie. Et là, je vais retourner un identifiant unique pour le bouquin. Donc, comme j'en ai pas dans mon modèle de données, je vais utiliser le page count. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça entre guillemets dans la vraie vie, mais là, j'ai pas trop de choix. Donc vous voyez, j'ai que des page count qui sont différents, donc ça c'est bon. J'ai pas deux fois le même identifiant. Vous, dans la vraie vie, entre guillemets, vous aurez généralement l'ID unique qui vient de la base de données. Donc, généralement, je vous recommande d'utiliser ça puisque vous êtes certain que l'identifiant est bien unique. Là aussi, il y a un petit piège, ça serait d'utiliser index comme identifiant unique finalement. Parce que si vous affichez 100 éléments, vous prenez l'index et puis vous avez 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 99. Le problème, c'est que si vous déplacez des éléments dans votre liste, vous voyez bien que l'index ne sera plus respecté. Si vous prenez l'élément 50 et vous le mettez à la 40e place, ensuite tous les index en dessous ils sont décalés de 1 et ça n'a plus aucun sens pour Angular. Donc généralement on évite de passer l'index comme identifiant unique, c'est pas vraiment une bonne pratique. Donc moi ce que je vous recommande c'est de trouver un identifiant unique sur votre modèle métier et de mettre ça dans votre méthode TrackBy. On va laisser comme ça. Donc là, vous allez me dire pour l'instant pour l'utilisateur, tout ça n'a rien changé, mais pour nous en tant que développeurs, ça fait une grosse différence. Donc retenez bien TrackBy, utilisez-le dès que vous avez des opérations de manipulation sur votre liste, des suppressions, des modifications, par exemple avec un drag and drop, etc. Mettez bien le TrackBy en place, vous allez gagner en performance.
Et puis comme vous le voyez, ça coûte pas grand chose, et ça je trouve que c'est sous-utilisé par rapport à ce que ça permet de faire. Donc voilà, ça c'était le point un peu sérieux entre guillemets. Maintenant on va voir d'autres éléments un peu plus amusants avec la directive NG4. Donc ce qu'on peut faire, c'est récupérer l'index directement dans la directive NG4. On va voir dans ce qui suit là que la directive NG4 en fait nous donne plein d'infos qu'on n'a pas besoin de déterminer nous-mêmes. Et des fois, on retrouve dans le composant du code qui sert à, entre guillemets à rien, puisqu'en fait NG4 nous le donne directement. Donc on va commencer tout de suite pour que ce soit plus concret. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est ici simplement d'afficher devant les livres 1, 2, 3, 4. Ok ? On va simplement essayer de récupérer l'index ici. Donc ce qu'on peut faire avec la directive NG4 ici, c'est de dire index as i. Et en fait, ce que ça va faire ici, c'est qu'on va récupérer une variable i qu'on va pouvoir utiliser directement ici. Et qui contient en fait l'index. Vous voyez ? Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3, simplement en récupérant l'index. Donc ici, index, c'est un mot-clé qui m'est fourni par NG4. As, pareil, c'est un mot-clé, je dois l'utiliser. Et ici, par contre, je peux donner le nom que je veux à ma variable. Donc, par convention, généralement, on met juste i. Donc, voilà, ça vous permet de récupérer l'index. Et puis, pour corriger le fait que le livre 0, c'est pas top, on aimerait bien commencer à 1, vous pouvez, en fait, dans l'interpolation, écrire des expressions qui seront évaluées. Donc ici, je rajoute juste plus 1, et vous voyez, j'obtiens 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça, c'était pour l'index. C'est bien pratique. Et puis, on va voir d'autres cas aussi assez intéressants. Alors, autre surprise de la directive NG4, eh bien, c'est qu'on peut récupérer directement la longueur de la liste. On n'a pas besoin de la déterminer par nous-mêmes. Donc ça, c'est assez pratique. En fait, ça fonctionne exactement comme l'index, sauf que ça s'appelle count. Donc on va voir ça tout de suite. Ici, au lieu d'index, vous mettez count. Vous gardez le mot-clé as. Et ici, à la place de i, eh bien, vous mettez le nom que vous voulez pour stocker la longueur localement dans votre template. Donc ici, moi, je vais l'appeler book count. Et ici, eh bien, je vais dire c'est le livre numéro X sur le total. J'enregistre pour qu'il prenne en compte les modifications. Et là, vous voyez, on est bon. J'ai 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Donc en fait, ici, j'ai pu récupérer la longueur de ma liste directement avec count, sans m'embêter à stocker la longueur de ma liste quelque part. En fait, je peux simplement la récupérer ici localement dans mon template, juste à l'endroit où j'en ai besoin. Donc voilà, c'est cool de le savoir, ça peut servir. Alors, deux autres petites astuces avec la directive NG4, eh bien, c'est qu'on peut déterminer directement quel est le premier élément de ma liste et quel est le dernier, et puis appliquer des petits traitements dessus. Donc en fait, on continue sur cette idée-là d'utiliser le mot-clé as avec une variable mise à notre disposition par NG4, sauf qu'ici, en fait, ça va s'appeler first et last. Donc j'utilise first, je le récupère de la directive NG4, j'utilise le mot-clé as, et ici, je vais recevoir un booléen. Donc moi, j'aime bien appeler mes booléens is quelque chose. Donc is first et is last. Comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je me dis, eh bien, si j'affiche le premier élément de ma liste, je vais écrire meilleure vente à droite du titre, tout simplement. Donc là, ce que je peux faire, je vais utiliser ngIf. Alors ngIf, c'est encore autre chose, hein, c'est une autre directive structurelle. Je pense que vous avez compris ce qu'elle fait, affiche ou masque un élément en fonction d'une condition. C'est pas l'objectif ici, mais on est un peu obligé de l'utiliser pour illustrer le fait qu'on affiche meilleure vente que si c'est le premier élément de notre liste. Et ici, je vais écrire meilleure vente. Comme ça. Ok, donc vous voyez ici, j'ai écrit meilleure vente. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis au pluriel. Boum, meilleure vente. Et j'ai pu récupérer ça directement de isFirst que j'ai ici. Et c'est un booléen qui détermine simplement si l'élément est le premier ou pas. Donc après, vous pouvez jouer comme vous voulez. Vous pouvez déterminer isFirst ou isLast. Voilà, donc ça c'est pratique, ça évite de faire d'écrire des conditions un peu lourdes, alors qu'on peut récupérer tout ça de NG4, encore une fois. Et puis on continue dans cette lancée, après je vous promets on passe à autre chose, mais vous pouvez aussi, et ça c'est pratique, avec NG4, déterminer les lignes paires et impaires. Donc ça, c'est pas trop mal. Par exemple, si vous voulez afficher un tableau avec des lignes, une ligne sur deux qui est avec un fond gris ou blanc, pour mieux voir les éléments, ça peut se faire assez facilement, toujours avec cette directive NG4.
Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on repart de cette idée-là avec une variable qui est mise à notre disposition par ngFor. Mais plutôt que d'utiliser first ici, on va utiliser odd, c'est-à-dire pair. Donc on va recevoir un booléen pour savoir si c'est pair. Et puis even pour savoir si c'est impair. Voilà. Donc là, de la même manière, si mes éléments sont pairs, je vais écrire is even. Et je vais mettre en gras, en fait, une ligne sur deux, tout simplement. Hop. Comme ça. Et là, je vais mettre strong pour mettre en gras. Comme ceci. Et là, eh bien, vous voyez, donc les lignes impaires, elles sont en gras, et les lignes paires, elles ne sont pas en gras. Donc là, je pense vous pouvez vous projeter avec un tableau où vous avez, comme je disais, une ligne en foncé, une ligne en moins foncé, pour que ce soit plus lisible en fait pour l'utilisateur. Donc ça, vous pouvez le faire simplement aussi avec is even, is odd, et c'est bien pratique en fait de pouvoir récupérer tout ça sans avoir ajouté du code un peu verbeux par nous-mêmes. On se base sur ngFor, les ingénieurs de Google ont déjà développé tout ça pour nous, il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est une petite astuce qui est méconnue avec ngFor, qui peut être pratique pour, je dirais surtout pour le débugage. En fait, si vous avez un objet, eh bien, en combinant ngFor et un pipe qui s'appelle keyValue, vous pouvez lister toutes les clés et les valeurs des clés de cet objet directement en fait. Donc on va voir un exemple. Ici, nous, on récupère un book, on va le rappeler book d'ailleurs, je préférais. Donc ici, nous on a un book, ok ? Et on va pouvoir en fait itérer sur ce bouquin. Donc je vais mettre une balise span, ngFor, let, ah oui, c'est let item. Ok. Et ici, en fait, vous appliquez le pipe key value. Ok. Et en fait, ici, automatiquement, vous allez avoir les propriétés item.key et item.value. Vous allez voir pour le débugage, c'est bon, ça casse pas la baraque, mais c'est quand même assez pratique de savoir que ça existe. Je vais supprimer ça. Ok, et du coup là, comme vous pouvez le voir, eh bien vous avez propriété, valeur pour chaque élément de votre objet. Donc là, c'est vrai qu'on voit pas trop. Si je mets une balise P, ce sera peut-être plus clair. Mais du coup, je dois mettre une balise div, sinon ça va pas être correct. Ok, parfait. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai propriété, valeur, propriété, valeur, propriété, valeur. Donc ça peut être cool pour le débugage. Si vous voulez afficher un objet, vous utilisez le pipe keyValue et ensuite vous avez un espèce d'objet intermédiaire ici où vous pouvez faire .key, .value et vous avez tout ce qui est contenu dans votre objet. Donc ça, c'est bien pratique. Il existe un autre moyen, peut-être si vous connaissez, pour afficher un élément comme ça dans votre template pour débugger, c'est le pipe JSON. Là, ça a un peu rien à voir avec la directive ngFor, mais on peut en parler quand même. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez afficher directement un objet. Donc là, vous prenez votre book et vous appliquez le pipe JSON. Et en fait, ce pipe, vous voyez, ça affiche pareil qu'avant. Enfin, vous récupérez toutes les infos de votre objet, vous les affichez dans votre template, mais c'est au format JSON. Donc c'est un peu moins propre, entre guillemets, qu'avec le pipe keyValue, mais ça permet d'aller plus vite. Donc bon, pour du débugage, moi j'utilise plutôt ça, mais le keyValue, il faut savoir qu'il existe, il y a des cas où ça peut servir. Donc vous savez maintenant comment le combiner avec ngFor, donc ça c'était pas mal. Donc là, il va nous rester deux choses à voir que j'aimerais vous présenter. La première, en fait, ça va être d'utiliser un composant fils, un composant de détail, pour afficher en fait un élément. C'est-à-dire qu'en fait ici vous avez entre guillemets une légère problématique de conception, c'est-à-dire que vous avez le même composant qui récupère les données de toute la liste et qui fait le boulot d'afficher chaque élément de la liste. Et en fait conceptuellement ça devrait être séparé, c'est-à-dire que vous avez un composant qui s'occupe de récupérer les infos du serveur contenant tous vos livres, et vous avez un composant dont le boulot va être uniquement de s'occuper de l'affichage de chacun des livres.
Et généralement, une boucle ngFor qui est assez bien faite, vous avez ici à l'intérieur un composant fils qui lui s'occupe d'afficher l'élément de votre liste. Donc ce qu'on va faire, c'est créer ce composant fils et regarder comment l'imbriquer dans notre ngFor. Alors là, comme je ne suis pas sur VS Code, vous voyez c'est une espèce de version de VS Code en ligne, je ne pense pas que j'ai un terminal. Il faudrait que je regarde, je ne connais pas trop cet outil, mais bon, c'est plus pratique en fait pour le tournage. Sinon l'ordi il rame un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est on va le faire à la main. Hein. Ça, des fois, il n'y a pas besoin de 10 000 trucs. Donc new file, on va appeler ça bookdetail.component.ts. Et là, je vais recopier app component et je vais le mettre à jour. Donc, je vais peut-être le mettre là-haut, comme ça on verra mieux. Donc ça va pas être app component, ça va s'appeler bookdetail. Je vais pas avoir besoin de tout ça, je pense. Je vais supprimer ici ce que j'ai pas besoin. Je vais garder ng-on-init. Le trackby, il n'existe plus. OK. Et en fait ici, donc ça c'est mon composant fils, son boulot ça va être uniquement d'afficher un livre. Donc il va pas avoir de logique métier, il va simplement avoir une espèce de logique d'affichage seulement. Donc ici je vais utiliser simplement une propriété d'entrée @input et je vais dire qu'en entrée je prends un bouquin. Comme on est avec une version de TypeScript qui est un peu pénible, il veut que j'initialise mon livre. Moi je lui dis pas besoin de l'initialiser tout de suite, je le ferai plus tard. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Template parse error. Ouais, on n'a pas fini, donc laisse-nous finir. Donc, notre sélecteur, ça va être book détail. Bon, en toute logique, on va mettre app book détail. Et ici, ça va être book détail component.html. Je ne vais pas avoir de CSS. Et donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc maintenant, je vais créer le template book détail component.html. Donc là, boum, je l'ai là. Et en fait, ici, je vais afficher, je vais mettre toute la logique qui va afficher juste un élément. Donc là, j'ai pas de titre. Je vais vraiment afficher simplement un livre. Donc, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ce livre? J'ai même pas de ngFor ici. Hein, je vais directement récupérer le livre. Donc, on va dire qu'on va avoir une div avec un h1 qui contient la book.cover avec le book.title. On va mettre entre parenthèses le book release date avec la date de publication. On peut dire que ça a été écrit by book.author first name, je crois. Comme ça. Et author last name. OK. Comme ça. Est-ce que mes propriétés sont bonnes? Ouais, non, il manquait un H. Last name, OK. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme info qui serait sympa? Le nombre de pages, ouais. Ouais, on va mettre ça. Page count. Book. Page count. OK. Donc là, j'ai un composant book détail qui, en fait, va prendre un livre en entrée ici et va se contenter de l'afficher. Et maintenant, en fait, je dois prendre ce composant fils en compte dans ma directive ngFor. Donc, en fait, dans le template ici de appcomponent.html, eh bien, je ne vais plus itérer ici avec une logique qui est dans le composant qui s'occupe de la liste. Ici, je ne vais pas appeler div, je vais appeler app book détail. C'est-à-dire, je vais passer le sélecteur que j'ai ici, vous voyez. Comme ça, je peux appeler mon composant fils dans le template parent. Et ce que je fais ici, c'est appliquer directement ngFor là-dessus. Donc là, je vais le supprimer, mais on pourrait passer ces propriétés au composant fils. Le even, is last, is first, tout ça, on pourrait le passer au composant fils. Mais bon, là, on ne va pas le faire. Donc là, je fais ngFor, et ensuite, je vais passer la propriété book, qui est attendue ici dans @input.
je vais la passer à mon composant fils simplement avec la liaison de propriété. Et comme valeur, je vais passer book qui m'est donné par ngFor. Ici, hop, comme ceci. Donc là, pour l'instant, j'ai une erreur parce qu'effectivement, je pense que comme je ne suis pas passé par Angular CLI, ouais, il faut que je déclare mon composant ici, puisque ça ne le fait pas automatiquement. Donc c'est pas grave. Book detail component from book-detail et il me manque le component comme ça. Ok, donc là, on a une dernière erreur sur du HTML basique avec une balise P qui n'est pas fermée ici et une balise H1 non plus. Quand même, vous auriez pu me le dire. Non, je plaisante. Ok, parfait. Donc là, on a tout. Vous voyez, magnifique. Donc là, j'ai l'affichage que j'ai déterminé dans mon composant fils. Mais vraiment, la partie la plus intéressante, c'est ça, quoi. Vous avez vu la propreté de ce code? J'ai un composant fils qui est chargé d'afficher un élément qui s'appelle app-book-detail. Dessus, je vais boucler pour l'afficher autant de fois que j'en ai besoin. Et je vais passer les données dont le composant fils a besoin, simplement en fait en propriété d'entrée ici. Donc ça, c'est vraiment ultra propre. Puis vous voyez comme votre code est léger, quoi. Ici, vous avez en gros juste une propriété d'entrée. On pourrait même virer le ngOnInit. Ici, vous avez juste de l'affichage simple avec l'élément book à chaque fois. Et puis là, dans votre composant parent, vous comprenez immédiatement ce que fait ce code. Vous avez une liste de app-book-detail qui, pour fonctionner, ont besoin d'un livre en entrée. Vous avez vu un peu là, comme le code est concis, précis et efficace, quoi, parce que là, on fait quand même beaucoup de choses, et tout ça, en plus, est asynchrone. Donc voilà, quand vous voyez un ngFor sur un composant comme ça, fils, vous savez que c'est du beau code, entre guillemets, et je vous invite à respecter cette pratique. Ça vous permet vraiment d'avoir un code concis et bien découpé, et c'est un plaisir de développer dans des projets qui sont faits comme ça. Donc voilà, pour terminer, hop, je vire la console. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme petit bilan? Eh bien, on peut dire que vous avez vu que la directive ngFor, c'est pas simplement une boucle pour afficher des éléments d'un tableau, c'est pas une boucle for à la JavaScript, quoi. C'est vraiment une directive qui a été développée par les ingénieurs de chez Google et qui vient parfaitement s'intégrer dans l'écosystème d'Angular pour nous faciliter la vie au maximum. Donc j'espère que ce petit tour d'horizon vous a éclairci sur cette directive ngFor et puis que vous avez pu voir jusqu'où on peut aller en fait en creusant à fond ce qui est possible de faire, quoi, plutôt que de juste s'arrêter à la surface des choses. Donc si vous aimez cette approche de vraiment creuser les éléments pour les maîtriser à fond, sachez que ce que je propose en fait, c'est une formation qui s'appelle Maîtriser Angular, réussir votre prochain projet en entreprise, et j'applique la même rigueur, la même qualité d'explication, mais sur l'ensemble d'un projet Angular, de la conception de votre architecture en module jusqu'au déploiement en production pour un vrai client. Et cette formation, elle sort pas de nulle part ou de ma tête, elle correspond aux conseils et aux recommandations que je donnais dans des vraies formations en présentiel lorsque j'étais à Atos, qui est la plus importante société de services informatiques, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Donc c'est des formations que Atos vendait plusieurs milliers d'euros à ses clients. Et aujourd'hui, moi, je ne suis plus Atos, j'ai démissionné et je me suis lancé en tant qu'indépendant, et je vous propose en fait le contenu de ces formations pour une fraction de leur valeur sur Internet. Donc je pense qu'il y a deux types de profils de développeurs qui peuvent être intéressés par ce programme. Il y a les développeurs juniors qui savent coder, qui ont commencé à faire des projets, mais qui se retrouvent un peu coincés avec la casquette développeur junior et qui font des tâches à droite, à gauche, etc. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au début. Et la solution que je préconise, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est sincère, c'est de vous spécialiser, tout simplement. Tant que vous dites que vous savez tout faire et que vous intervenez sur tout un tas de techno à droite à gauche, eh bien ça va coincer. Vous avez besoin de vous positionner, de positionner une expertise forte sur une techno, si possible en forte tendance. Et donc, si vous choisissez Angular pour votre spécialisation, eh bien sachez que maîtriser Angular peut répondre à ce besoin. Et puis deuxièmement, c'est pour les personnes en reconversion professionnelle qui se forment toutes seules chez elles et qui auraient besoin un petit peu d'un environnement, d'un écosystème, où il y a quelqu'un de référence qui est au support derrière du programme, donc pour avoir le retour d'expérience d'un ingénieur de métier,
et puis avoir accès aussi à du vrai code d'entreprise, capable de la conception jusqu'au déploiement, voir comment ça se passe côté pro, parce que au bout d'un moment, c'est vrai que quand on a fait tous les tutos, les vidéos YouTube, qu'on a vu comment créer un pipe, comment créer un composant, comment créer un module, la vraie question c'est pourquoi vous créez ce composant, pourquoi vous l'appelez comme ça, pourquoi vous en créez 3 et pas 5, et vous avez besoin des bonnes pratiques, des patterns et d'une façon de penser, d'une réflexion par rapport au code en entreprise. Donc ça aussi je le présente dans Maîtrise Angular, c'est pas juste des tutos agglomérés, c'est la réflexion qu'il y a derrière, un projet Angular d'envergure. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, et bien je vous retrouve prochainement sur la chaîne. Je pense que je vais faire tous les concepts d'Angular un par un sur cette chaîne YouTube, comme ça on va se construire une espèce de petite base de données, de documentation officielle en fait en vidéo. Comme ça c'est plus sympa d'avoir des explications en chair et en os entre guillemets, avec quelqu'un qui vous explique dans un langage humain, plutôt que de lire une doc officielle en entier. Donc ouais, le concept me plaît bien, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si ça vous plaît. Ok, et ben à très vite, et puis bon développement à vous.